Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par l'Association française pour la prévention des allergies. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure de direct et pour vous parler de l'étiquetage alimentaire avec Pascal Couratier et Jeanne Fabry. Alors, tout d'abord, sur le point technique, sachez que vous pouvez nous poser vos questions directement sur le chat grâce à l'onglet « Converser » qui se trouve en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et nous essaierons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, pour commencer, est-ce que vous lisez bien toujours les étiquettes avant de consommer un produit? Lorsqu'on a une allergie alimentaire, on n'a pas d'autre choix que de vérifier systématiquement la liste des ingrédients avant de manger quoi que ce soit. Alors, c'est avant tout très rassurant de savoir ce qu'on mange, mais c'est surtout très contraignant de lire cette longue liste d'ingrédients. Les industriels nous proposent des packagings toujours plus riches d'informations, mais pour autant, est-ce qu'ils nous informent réellement et clairement sur ce que nous consommons? Alors tout à l'heure, Jeanne vous donnera des conseils pour y voir plus clair et faire vos achats de manière sécurisée. Pour commencer, il me semble important de vous présenter l'AFPRAL avec Pascal Couratier, directrice générale. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, pardon. Non, je t'en prie, je te laisse continuer. Pascal, du coup, l'AFPRAL mène de nombreuses actions pour améliorer le quotidien des personnes allergiques, et notamment en termes de sécurité alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument, Stéphanie. En fait, je vais commencer par vous détailler tout cela et aussi vous présenter l'AFPRAL dans ses grandes lignes. Mais avant tout ça, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est une allergie alimentaire. C'est une réelle pathologie, généralement diagnostiquée par un médecin allergologue. Il faut savoir aussi que nous pouvons devenir allergiques à tout âge, à n'importe quel moment de la vie. Et les réactions peuvent se déclencher aussi à tout moment, que ce soit à la maison, à l'extérieur ou au restaurant. Dans certains cas, les conséquences peuvent être dramatiques, mais heureusement, et je tiens vraiment à le préciser, cela reste vraiment exceptionnel. Il y a des cas sévères, mais l'issue fatale est quand même exceptionnelle. La seule solution donc pour éviter ces réactions, qu'elles soient minimes ou sévères, c'est l'éviction de l'allergène. Bien évidemment, c'est facile à dire, mais dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. Aussi, le quotidien des personnes allergiques et de leur entourage est souvent synonyme d'un véritable parcours du combattant. Et c'est dans cette perspective d'améliorer ce quotidien que l'AFPRAL a vu le jour il y a déjà de nombreuses années. Donc, pour vous faire un petit détail sur l'association, donc l'AFPRAL est une association de patients. Elle est sans but lucratif. Elle est également reconnue par le ministère de la Santé comme une association d'usagers du système de santé. En fait, ce statut est très important. Il nous permet, entre autres, de travailler au niveau national avec les différentes institutions. Pour vous donner quelques exemples, on travaille régulièrement avec le ministère de l'Éducation nationale pour la prise en charge des enfants allergiques en milieu scolaire. Et c'est ainsi que l'AFPRAL a collaboré à la mise en place du PAI et de la circulaire qui l'encadre dès les années 2000. Et à ce jour, nous poursuivons bien évidemment notre collaboration pour améliorer constamment l'accueil des enfants allergiques. Un autre exemple concret, et surtout en lien avec le sujet du jour, c'est-à-dire l'affichage des allergènes, entre autres non préemballés, c'est-à-dire le vrac, et Jeanne vous expliquera tout cela en détail tout à l'heure. Mais sachez que l'AFPRAL a été sollicitée avec les professionnels concernés et la DGCRF pour trouver la solution la plus optimale et renforcer la sécurité alimentaire des personnes allergiques. Pascal, est-ce qu'on peut rappeler également que l'AFPRAL est très présente en région, qu'elle a aussi avant tout pour mission l'écoute, le conseil et le soutien aux familles des personnes allergiques? Tout à fait, Stéphanie. Nous recevons un grand nombre de demandes via notre permanence téléphonique ou encore par mail. Et ces demandes concernent majoritairement des difficultés d'accueil à l'école, à la cantine ou encore en périscolaire. Et donc, cet accueil et cette permanence est là pour aider les parents, les écoles et parfois même les collectivités à trouver la solution la plus adaptée à la mise en place du PAI. Je dirais même parfois à respecter leur PAI. Ces demandes sont orientées généralement vers les antennes de l'AFPRAL et vous pouvez retrouver dans des antennes AFPRAL dans quasi toutes les régions en France et même en Polynésie.
Pour parler un petit peu plus en détail de ces antennes sont animées par des femmes et des hommes qui, un jour, eux aussi, ont fait face à des difficultés et ont fait appel au soutien de l'AFPRAL. Et puis plus tard, les choses ont évolué et ces personnes-là ont souhaité apporter à leur tour leur pierre à l'édifice, car l'AFPRAL, c'est ça, c'est une formidable équipe composée essentiellement de bénévoles qui œuvrent sans cesse pour faire bouger les choses. Mais au sein de l'AFPRAL, il y a d'autres personnes aussi qui sont très importantes pour notre association. Ce sont les médecins, les allergologues, les pédiatres et les pneumologues qui composent notre conseil scientifique. Nous les sollicitons régulièrement pour valider, bien évidemment, toutes nos publications. C'est aussi ce qui fait la valeur ajoutée de notre association. Je rajouterai encore un point qui me semble vraiment important de préciser, c'est que l'AFPRAL est membre de la Fédération française d'allergologie. On est membre également du réseau d'allergovigilance et ce réseau a pour rôle de recenser les réactions allergiques sévères afin d'orienter la recherche et surtout la prise en charge médicale. On peut dire aussi que l'AFPRAL est également présente au niveau européen et au niveau international. Et toujours pour donner des exemples sur l'étiquetage alimentaire, nous travaillons actuellement sur le codex alimentaire russe et sur une révision de toute la partie relative aux allergènes. Pour terminer, sachez que l'AFPRAL propose des journées de formation ou des journées de sensibilisation à la prise en charge de l'allergie alimentaire et plus spécifiquement à la prise en charge de l'anaphylaxie. Par ailleurs, toujours dans l'idée de faciliter le quotidien des personnes allergiques, l'AFPRAL a des partenaires et vous pourrez retrouver sur notre site la liste de tous ces partenaires qui peuvent proposer des solutions adaptées aux personnes allergiques. Donc, vous l'aurez compris, en résumé, l'AFPRAL a un rôle d'information et de conseil, mais aussi est force de proposition. L'AFPRAL a aussi un grand besoin de bénévoles, alors n'hésitez pas à rejoindre cette équipe formidable parce que vraiment il y a du boulot, vous le savez bien, vous qui êtes concernés par les allergies. Et comme vous le savez, l'union fait la force. Donc, nous vous attendons nombreux. Merci Pascal pour cette présentation. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage sur les différentes actions de l'AFPRAL, je vous invite à consulter le site www.afpral.fr et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, comme vous l'a dit Pascal, l'association fonctionne principalement avec des bénévoles et vous pouvez soutenir l'association en adhérant, soit directement sur notre site, soit sur le lien qu'on va vous mettre dans l'onglet « Converser ». Vous pourrez directement adhérer dessus. Alors, pour continuer maintenant sur le thème de l'étiquetage alimentaire, je vous présente Jeanne. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui de la lecture d'étiquettes et finalement de pouvoir vous donner mes conseils. Donc, je voudrais commencer par rappeler en fait ce qui nous guide lors de nos achats. Donc, on peut se tourner vers ce qui nous attire, vers quelque chose qui nous fait envie, un bel emballage ou une marque. On peut aussi aller vers ce qu'on achète toujours, ce sont les achats qu'on fait par habitude, donc des achats réflexes. Et on peut aussi être influencé par ce que l'on peut acheter, donc notre pouvoir d'achat, et puis par ce qui nous paraît bon pour notre santé. Et puis pour les personnes allergiques, ça devient plus compliqué puisqu'ils sont aussi guidés par ce qu'ils ne peuvent pas manger ou encore par ce qui peut représenter un risque potentiel, donc c'est-à-dire les produits non préemballés comme le vrac par exemple. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour décrypter l'étiquetage alimentaire et pour savoir ce que l'on consomme? Le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment d'acquérir ce réflexe de lecture des ingrédients. Donc, votre attention doit vraiment se focaliser sur cette liste d'ingrédients. C'est ce qui vous donnera un maximum d'informations sur le produit. Donc, cette liste d'ingrédients, ça représente tous les ingrédients qui ont été volontairement introduits dans la recette et ils sont classés par ordre décroissant de poids. Donc, c'est-à-dire celui qui représente la plus grande quantité à celui qui représente la plus petite quantité. Pourquoi est-ce qu'on va essayer d'acquérir ce réflexe? Eh bien, d'abord, pour essayer de faire moins d'achats de manière réflexe, finalement des achats
qu'on a l'habitude de faire, des produits qu'on a l'habitude d'acheter, il faut vraiment toujours vérifier les étiquettes. Les recettes peuvent changer et un allergène pourrait apparaître dans la nouvelle recette. On a aussi l'emballage qui peut vraiment être trompeur parfois pour les personnes allergiques par rapport à l'image qu'il peut y avoir sur le produit. Et puis on va essayer de rester vigilant aussi quand on achète des produits traditionnels. On est persuadé de savoir ce qu'on mange parce qu'on connaît la recette, parce qu'on l'a fait à la maison. Mais les produits industriels, ils ne sont pas toujours fabriqués selon cette recette maison et il y a toujours un petit peu plus d'ingrédients. Donc il faut vraiment retenir, comme le disait Pascal, que l'ingestion d'un aliment, ça peut entraîner une réaction allergique qui peut parfois être très grave. Et dans certains cas, rares heureusement, ça peut aller jusqu'au décès de la personne. Donc pour faire des choix alimentaires éclairés, il faut vraiment lire cette liste d'ingrédients absolument et vraiment étudier l'emballage. C'est ce qui va permettre aux personnes allergiques de manger sereinement. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de connaître la réglementation. Donc là, c'est un point qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Finalement, avant 2003, il faut savoir que la liste d'ingrédients, ça suivait la règle du 25%. Donc, c'est-à-dire que si un ingrédient qui entrait dans la composition du produit fini ne représentait pas 25%, il n'était pas à déclaration obligatoire. On n'était pas obligé de l'indiquer sur la liste d'ingrédients. Et puis, il n'y avait évidemment pas d'obligation spécifique de déclarer les allergènes. Et donc, à partir de 2003, on supprime cette règle des 25%. Donc, quelle que soit la quantité qui est introduite dans la préparation, l'aliment doit apparaître dans la liste d'ingrédients. Et puis, en 2005, la référence claire à un allergène devient obligatoire. C'est là qu'on choisit 12 allergènes majeurs qui doivent vraiment apparaître clairement dans la liste d'ingrédients. Donc, ces allergènes majeurs, ils ont été choisis puisque ce sont des aliments qui possèdent un potentiel qui est avéré, un potentiel allergisant avéré, et qui est plus élevé que les autres, et qui sont donc responsables de la majorité des réactions allergiques. Et puis en 2009, on ajoute 2 allergènes, le lupin et les mollusques. Et puis, pour les allergènes émergents, comme le sarrasin ou le kiwi par exemple, pour l'instant, rien n'est obligatoire. Il n'y a pas de réglementation. Et donc, dans le but de simplifier les choses, en 2011, on va supprimer toutes ces directives que je viens d'énoncer pour le remplacer par un seul et même règlement européen qu'on appelle INCO, pour information du consommateur. Et donc, ce règlement s'applique depuis 2014. Donc, c'est assez récent. Ce règlement, il établit de nouvelles règles pour l'information du consommateur sur les denrées préemballées. Donc, il a pour but de rendre l'information de l'étiquetage plus claire et plus lisible pour le consommateur, pour l'aider à faire des choix plus éclairés. Et c'est seulement avec ce règlement en 2011 que la mise en évidence des 14 allergènes devient obligatoire, donc dans le but de pouvoir le distinguer des autres ingrédients. Donc par mise en évidence, j'entends vraiment qu'il apparaît de manière différente que les autres ingrédients. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Là, par exemple, les allergènes sont indiqués en gras. Vous pouvez les avoir en souligné, en majuscule, ou ils peuvent être inscrits dans la liste d'ingrédients, mais seulement mis en valeur à la fin. Donc, d'où vraiment l'importance de lire la liste d'ingrédients du début à la fin. Donc, il ne faut pas juste chercher un mot-clé, il faut vraiment tout lire. Et puis, à partir de 2015, on continue l'application de ce règlement européen INCO et on s'intéresse aux produits qui sont non préemballés. Donc là, ça signifie les aliments qui sont vendus en vrac, tout ce qui est boucherie, traiteur, boulangerie, et puis les cantines et les restaurants. Donc pour le vrac, et puis pour les traiteurs ou les boulangeries, l'indication de la présence de l'allergène doit se faire par écrit obligatoirement
Et puis, elle doit se situer à proximité immédiate de l'aliment et sans que le consommateur n'ait à en faire la demande. Pour ce qui concerne les restaurants et les cantines, c'est un petit peu différent. Les établissements doivent tenir à jour un document écrit sur la présence des allergènes dans tous leurs plats, et ce document doit être accessible aux consommateurs. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à comprendre cette liste d'ingrédients. Donc, comme on vient de le voir, la réglementation, ça nous facilite la lecture. Il y a vraiment une référence claire au nom de l'allergène. Donc finalement, pas d'inquiétude pour comprendre ce que signifie chaque ingrédient, puisqu'ils ont parfois des noms un petit peu compliqués, qu'on ne comprend pas toujours. Et finalement, l'allergène, il sera clairement mentionné en cas de présence. Donc voilà, c'est vraiment un discours rassurant de ce côté-là. Après, malgré la réglementation, il peut arriver que les industriels prennent quelques libertés dans son interprétation. Donc là, par exemple, vous avez un ingrédient qui est mis en évidence, donc en souligné, en gras, comme si c'était un allergène. Mais le nom de l'allergène n'est pas indiqué. Donc les fabricants se basent en fait sur le fait que le consommateur est censé savoir que le beurre, la crème ou le fromage contient du lait. Donc finalement, ils n'écrivent pas l'allergène lait, ils mettent en évidence le produit qui contient le lait. Et ils se basent sur le fait que vous savez qu'il y a du lait à l'intérieur. Donc c'est pourquoi il faut vraiment rester très vigilant et bien lire et comprendre cette liste d'ingrédients. Je voulais faire aussi un petit arrêt sur les additifs, qui ont souvent des noms assez incompréhensibles, et on ne sait pas trop ce que ça représente. Eh bien, là encore, il ne faut pas s'inquiéter. Quand un additif contient un allergène, c'est précisé. Donc là, dans cet exemple, sur un fromage, on a un additif qui s'appelle lysosime, mais entre parenthèses, on a le mot œuf. Donc on sait que c'est un additif à base d'œuf. Et donc ces additifs qui ont évidemment une utilité pour les denrées, ce sont des substances qui sont intégrées volontairement dans les recettes et qui ont pour but de colorer les denrées, d'améliorer leur conservation, ça peut être pour renforcer leur goût, pour ajouter un pouvoir sucrant, vraiment ils ont plein d'utilités. Et même si elles sont utilisées en très petite quantité, ce sont des substances qui sont surveillées pour prévenir les éventuels effets néfastes sur la santé. Et leur présence, là aussi, doit vraiment être mentionnée sur la liste d'ingrédients. Et donc, on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous indique que l'augmentation de la prévalence des allergies est en partie due à une augmentation de la consommation de produits ultra transformés et donc de leurs additifs. Pourquoi ? Puisque les additifs sont de potentiels perturbateurs de notre système endocrinien et donc de notre système immunitaire. C'est ce qui va favoriser l'apparition de nouvelles allergies. Puisque je le rappelle, une allergie, c'est dû à une défaillance du système immunitaire. Donc c'est pourquoi l'OMS recommande aux personnes allergiques d'éviter au maximum de consommer des produits qui contiennent des additifs alimentaires. Et puis, évidemment, pour les personnes qui ne sont pas allergiques, pour préserver aussi leur santé. Pour les personnes allergiques aussi, d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir les repérer dans les listes d'ingrédients. Donc les fabricants ont le choix d'inscrire soit le numéro de l'additif, soit son nom en toutes lettres. Et puis, comme je le disais, c'est souvent des noms un petit peu bizarres. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc ce ne sera pas écrit dans la liste d'ingrédients. Là, ça va être à nous de faire nos propres recherches pour savoir si c'est un additif qui est naturel ou qui est chimique. Est-ce que c'est potentiellement dangereux ou pas? Est-ce qu'il y a eu des cas d'allergie recensés ou pas? Donc là, par exemple, dans cet exemple, on voit le E471. Donc c'est un émulsifiant et quand on fait nos propres recherches, on voit que c'est obtenu à partir
de graisse animale ou d'huile végétale. Mais là, dans la liste d'ingrédients, on ne saura pas lequel c'est. Et puis, on a des additifs qui sont un petit peu plus naturels, comme ici l'acide citrique, où c'est tout simplement du jus de citron. Donc finalement, là où je veux en venir, c'est que plus il y a de mots qu'on ne comprend pas dans la liste d'ingrédients, plus la liste d'ingrédients est longue, plus le produit est ultra transformé. Donc c'est vraiment préférable de sélectionner des produits qui ont le moins possible d'additifs pour limiter les risques d'allergie et également, comme je le disais, pour préserver sa santé. Je voulais vous parler aussi des arômes, parce que les arômes ne sont pas considérés comme des additifs, mais ce sont également des substances qui sont introduites volontairement dans les aliments pour leur donner un goût ou une odeur particulière. Donc, ce sont des substances que l'on ne consomme pas habituellement. Comme les additifs, leur utilisation est réglementée et surveillée parce qu'ils peuvent aussi avoir un impact néfaste sur la santé et sur le développement des allergies. Donc, c'est important de savoir comment leur présence est indiquée dans la liste d'ingrédients, savoir les repérer pour, là encore, faire des choix qui soient éclairés, pour qu'on sache ce que l'on consomme. Donc, dans les listes d'ingrédients, vous pouvez trouver arôme naturel de ou juste arôme naturel. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est un arôme qui a été fait à partir d'un produit naturel, végétal, animal ou microbiologique, mais ça peut ne rien avoir à faire avec l'arôme qui est revendiqué. Vous pouvez aussi avoir dans la liste d'ingrédients le mot arôme tout simplement, sans précision. Là, ça signifie que c'est un arôme de synthèse. C'est quelque chose qui est fabriqué chimiquement et donc qui n'est pas naturel. Évidemment, qui n'a aucun lien avec l'arôme revendiqué. Et la mention extrait naturel de, c'est la seule qui indique que ça provient vraiment du fruit ou de l'aliment en question. Par exemple, extrait naturel de vanille, on est sûr que ça va provenir vraiment de la vanille. Donc, comme je le disais, même s'il faut en limiter la consommation, cela peut parfois permettre à des personnes allergiques de pouvoir consommer certains produits qu'ils ne pourraient pas consommer en temps normal. Donc là, il faudra vraiment demander conseil à votre allergologue. Donc là, un exemple avec la danette à la pistache. Donc une personne qui est allergique à la pistache se dira « moi, cette danette, je ne peux pas la consommer ». Et quand on regarde d'un petit peu plus près la liste d'ingrédients, on voit qu'il y a écrit « arôme », sans plus de précision. Ça signifie donc, comme je le disais juste avant, que c'est un arôme de synthèse qui est fait chimiquement et qui n'a absolument aucun lien avec la pistache. Donc, potentiellement, une personne allergique, après avoir demandé à son allergologue, pourra éventuellement consommer ce produit. Et puis un deuxième exemple avec ces nouilles instantanées au bœuf. Donc là, vous voyez qu'on a une belle image avec des beaux morceaux de bœuf qui donnent envie. Et quand on regarde la liste d'ingrédients, on voit arôme artificiel de bœuf. Donc il n'y a absolument pas de bœuf dans ces pâtes. On voit qu'il y a une liste d'ingrédients qui est quand même assez longue, et puis il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Donc tout de suite, produit ultra transformé. Là, on se dit, je me méfie. Et puis vous voyez aussi que là, dans le petit cercle rouge, juste à côté d'arôme artificiel de bœuf, il y a écrit nano entre parenthèses. Donc là, ça indique qu'il y a des nanoparticules dans le produit. Et donc depuis 2014, et grâce toujours à ce même règlement INCO, la présence de nanomatériaux, elle est soumise à une obligation de mention sur la liste d'ingrédients. Mais malgré cette réglementation, et d'après la DGCCRF, les industriels n'appliquent pas toujours cette directive. Et pour exemple, en 2018, la DGCCRF a fait un contrôle et il y avait 39% des produits alimentaires contrôlés qui ne mentionnaient pas la présence de nanoparticules sur leur étiquetage. Donc finalement, là, sur ce produit, il est indiqué, on a de la chance, entre guillemets. Mais voilà, ce genre de produit, il vaut mieux s'abstenir étant donné la quantité d'additifs qu'on peut y trouver. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est
quelques petites astuces pour comprendre les mentions. Vous pouvez avoir la mention « contient ». Donc là, c'est vraiment la liste d'ingrédients qui sont volontairement intégrés dans la recette. C'est vraiment ce que contient le produit, réellement. Vous avez aussi la mention « trace de ». Alors la mention « trace de », ça signifie qu'il y a effectivement des traces dans le produit, mais en quantité infime. Et donc, il y en a trop peu pour que ce soit quantifié. Et cette mention, à l'heure actuelle, n'est pas réglementée. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner quand vous voyez des produits qui contiennent des traces de, c'est vraiment de demander à votre allergologue si vous pouvez en consommer ou pas. C'est vraiment lui qui saura en fonction de votre seuil de tolérance. Et puis la mention « peut contenir » ou « trace éventuelle de », là, ça veut dire que la recette n'en contient pas, mais l'industriel se protège et mentionne qu'il peut y avoir un risque de présence fortuite de certains allergènes dans son produit. C'est vraiment les industriels qui couvrent leurs responsabilités. Normalement, il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. Vous pouvez aussi avoir des allégations nutritionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mentions qui suggèrent qu'un aliment possède des caractéristiques particulières. Donc, vous avez par exemple la mention « sans sucre ». Donc, la mention « sans sucre », ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre dans le produit, mais c'est à l'exception des édulcorants. Et donc, les édulcorants, ce sont des additifs. Et comme je le disais tout à l'heure, les additifs sont source de développement de nouvelles allergies. Et puis la mention « sans sucre ajouté », c'est un petit peu la même chose, ça signifie qu'il n'y a pas eu d'ajout de sucre, en plus du sucre que contiennent déjà le produit. Donc par exemple, un produit aux fruits, sans sucre ajouté, ça signifie qu'il n'y aura pas de sucre en plus de celui des fruits. Mais là encore, c'est à l'exception des édulcorants. Donc finalement, on dit que c'est un produit sans sucre, et là où je veux en venir, c'est qu'on en consomme quand même, et sans s'en rendre compte. On consomme des additifs finalement sans s'en rendre compte. Donc il faut vraiment essayer de les repérer dans la liste d'ingrédients. On en revient toujours à la liste d'ingrédients. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de gâteau au citron sans sucre. Et quand on lit la liste d'ingrédients, vous voyez que c'est carrément un édulcorant en deuxième position de la liste. Donc c'est la chose qui est la plus présente dans le produit après la farine de blé. Donc, vous avez aussi des yaourts qui sont sans sucre ajouté, donc pas de sucre à part ceux des fruits. Et là, c'est pareil, sur la liste d'ingrédients, il y a 2 édulcorants. Donc, les édulcorants, ils ont des noms comme les additifs un petit peu particuliers, mais c'est toujours écrit édulcorant avant. Il y a toujours écrit le rôle de l'additif avant de donner les noms. Donc, si vous voyez édulcorant dans la liste d'ingrédients, c'est mauvais signe. Vous pouvez aussi trouver des allégations de santé. Donc, c'est une mention qui relie le produit à un aspect santé. Et souvent, les marques fondent leur marketing sur cet aspect santé. C'est ce qui rend le produit plus attirant, mais ce n'est pas toujours le meilleur choix en termes de qualité nutritionnelle. Donc là, par exemple, une personne qui serait allergique aux noix et qui rechercherait une autre source d'oméga 3 se tournerait vers une huile spéciale riche en oméga 3. Quand vous regardez les ingrédients, on voit qu'il y a 60% d'huile de tournesol et seulement 40% d'huile de colza. Seule l'huile de colza est riche en oméga 3, pas l'huile de tournesol. Donc finalement, le plus intéressant, ce serait de faire son propre mélange en achetant une bouteille 100% huile de colza et puis de faire de la mélanger soi-même avec une bonne huile d'olive que vous prenez vierge et de première pression à froid. Et vous aurez un produit qui sera tout aussi riche en oméga 3, qui aura aussi les oméga 9 de l'huile d'olive et qui aura finalement un bien meilleur goût qu'un mélange tournesol et colza. Et puis en parlant d'oméga 3,
il ne faut pas oublier, si vous pouvez en consommer, les poissons gras, comme la sardine ou le maquereau, qui sont vraiment très riches en oméga 3. Donc le mieux, c'est de consommer le plus simple et le plus naturel possible, en essayant d'éviter un petit peu les produits qui nous font de l'œil comme ça. Finalement, l'huile d'olive aura un meilleur goût que l'huile de tournesol. Et puis un deuxième exemple avec une personne qui serait allergique au lait et qui chercherait une autre source de calcium. Donc elle remplacerait le lait de vache par un produit qui lui ressemble, comme par exemple du lait d'amande, avec du calcium à l'intérieur, comme il est indiqué sur l'emballage. Quand vous regardez un petit peu les valeurs nutritionnelles, on voit qu'il y a 60 mg de calcium pour 100 ml. Le lait de vache, lui, en contient 120 mg, donc 2 fois plus. Et puis quand on regarde l'étiquetage de ce lait d'amande, on voit que finalement, on consomme surtout de l'eau, qui a en plus un ajout de sucre, et qu'il y a seulement 2,8% d'amandes. C'est là qu'est contenu le calcium. Donc il serait préférable de se tourner vers, par exemple, les légumes, qui représentent la deuxième source de calcium alimentaire. Donc 3 portions de légumes par jour, si vous mangez vos 3 portions habituelles de légumes, ça représenterait déjà 120 mg de calcium. Et en plus, avec les légumes, vous avez les fibres, les minéraux, les vitamines. Donc plein de bonnes choses pour la santé, qu'il n'y a pas dans ce lait d'amande. Et puis si vous pouvez aussi manger par jour une petite poignée d'amandes pour augmenter l'apport en calcium. Donc ça représente à peu près 30 grammes et vous aurez 45 mg de calcium. Et puis en plus, les amandes sont vraiment riches en magnésium et en bonne graisse. Ce sera mieux que ici les 2,8% d'amandes. Donc finalement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a évidemment pas de danger à consommer ce genre de produits. C'est juste que ce sont des packagings qui sont attirants, mais c'est pas toujours, c'est très rarement même un bon choix en termes de qualité nutritionnelle. Vraiment, de consommer plus simple, plus naturel, c'est beaucoup mieux pour la santé, pour le goût, et puis voilà, ça vous coûtera peut-être aussi moins cher. Et puis le 5e conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les pièges du marketing, puisqu'on a des allergènes là où on ne les attend pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est comme je le disais au début, ce sont des recettes industrielles, ce ne sont pas des recettes maison. Donc on va s'attendre à des ingrédients qui sont bien précis dans la recette, on croit savoir ce qu'on va manger, mais finalement il y a bien plus d'ingrédients à l'intérieur, et souvent des ingrédients auxquels on ne s'attendait pas. Un premier exemple avec le chocolat au lait. À votre avis, est-ce qu'il peut y avoir des noisettes et des amandes dans le chocolat au lait nature ? Eh bien, quand on regarde la liste d'ingrédients, on voit qu'il y en a. Ce n'est pas dans tous les chocolats, mais là, vous voyez l'emballage, il n'y a absolument pas mention de noisettes ou quoi que ce soit. C'est du chocolat au lait nature. Et pourtant, il y a de la pâte de noisette à l'intérieur. Donc là encore, je répète, l'importance de lire et de bien décrypter la liste d'ingrédients. Un autre exemple avec le pesto. Donc la recette maison du pesto, c'est quelque chose qui est assez simple, c'est du basilic, de l'huile d'olive, du parmesan, de l'ail, des pignons de pain, du sel, du poivre, et puis c'est tout. Et la recette industrielle, on va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a de la noix de cajou à l'intérieur, alors que c'est quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas quand on pense à la recette traditionnelle. Et puis en plus, vous voyez, là pour exemple, dans le panzani à droite, vous avez le lait qui est indiqué seulement en fin de liste. Il est vraiment mis en valeur à la fin de la liste seulement. Donc c'est pour vous rappeler l'importance de lire la liste d'ingrédients du début jusqu'à la fin. Et puis en parlant d'ingrédients là où on ne les attend pas, ça peut aussi être l'inverse. Par exemple, à gauche, dans le pesto barilla, on s'attend à du lait et des œufs, avec l'image du morceau de parmesan sur l'étiquette. Et en fait, quand on regarde la liste d'ingrédients, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf. Donc quelqu'un qui serait allergique au lait ou à l'œuf
pourrait éventuellement consommer ce produit. Encore un exemple avec certaines recettes de surimi. Est-ce qu'il peut y avoir du blé et des œufs à l'intérieur? Eh bien, vous avez compris, là encore, il y en a. Il faut savoir que l'œuf est vraiment très utilisé dans l'alimentation, que ce soit en tant qu'ingrédient ou en tant qu'additif, pour donner une meilleure saveur au produit. Et un dernier exemple avec les plats préparés et les charcuteries. Est-ce qu'il peut y avoir du lait à l'intérieur? Eh bien, oui. Voilà, donc c'est vraiment des ingrédients où on ne les attend pas. Il ne faut pas se dire, j'achète du cassoulet, je connais la recette, je sais ce qu'il y a dedans. Là, c'est vraiment quelque chose qui est industriel, ce n'est pas du fait maison. Donc, les ingrédients ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment lire cette liste d'ingrédients. Et je voulais vous faire un petit focus sur les produits bio. Donc, consommer bio, est-ce que c'est toujours meilleur pour ma santé? Eh bien, pas toujours. Donc, effectivement, ce sont des produits qui contiennent moins de pesticides. C'est ce qu'on recherche principalement dans le bio et c'est quelque chose qui est déjà vraiment très bien. Après, il faut pas... voilà, il faut rester attentif puisque biologique, ça ne veut pas dire sans allergènes. Ça ne veut pas toujours dire sans additifs. Et ça ne veut pas toujours dire que c'est naturel. Donc là, par exemple, je vous ai mis 2 charcuteries bio. Et quand on regarde la liste d'ingrédients, on voit qu'il y a quand même des additifs, avec les nitrites de sodium, dextrose, donc là c'est un sucre ajouté dans de la charcuterie. Et puis à droite, dans les saucisses végétales, on voit quand même qu'il y a de l'œuf, et puis du blé, de l'avoine, pas mal de choses finalement auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est pas parce que c'est bio que c'est toujours bon pour la santé. Le bio peut être ultra transformé. Donc le mieux quand on achète bio, c'est de prendre des produits qui sont bruts et puis d'éviter au maximum l'ultra transformé ou au moins d'essayer de consommer des produits avec le moins d'additifs possible, sans nitrate par exemple. Et pour terminer, je voulais faire un petit point sur le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été créé par Santé publique France en 2017 et ça s'est fait à la suite d'une demande du ministère de la Santé. Le but de ce Nutri-Score, c'est de faciliter la compréhension des informations nutritionnelles et d'informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle du produit. Donc ce Nutri-Score, il est apposé sur le devant des emballages sur la base du volontariat. Les fabricants n'ont pas l'obligation de l'inscrire sur leurs emballages. Par contre, à partir du 1er janvier 2021, ce qui va devenir obligatoire, ce sera l'affichage du Nutri-Score sur les supports publicitaires des denrées alimentaires. Donc finalement, ce Nutri-Score, c'est une grande avancée en termes de communication et ça va nous permettre de savoir plus de choses, d'en savoir plus sur ce qu'on mange. Et depuis le début, je vous parle beaucoup de produits ultra transformés. Est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce qu'on peut se fier à cette note du Nutri-Score pour éviter les produits ultra transformés? Est-ce qu'un produit avec un bon Nutri-Score sera un produit qui est moins transformé que d'autres? Eh bien non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se fier au Nutri-Score pour éviter les produits ultra transformés? C'est important de savoir à quoi correspond la note, la lettre qui est attribuée au produit. Donc c'est une lettre qui informe uniquement sur la qualité nutritionnelle du produit et elle est basée sur une quantité de nutriments à favoriser, donc les protéines, les fibres par exemple, qui sont contenus dans le produit, et les nutriments à limiter, donc le sucre, le sel ou les acides gras saturés. Le problème, c'est que ce Nutri-Score ne prend absolument pas en compte le degré de transformation du produit. Il ne prend pas en compte les additifs, les arômes, le nombre d'ingrédients.
par exemple. Donc ce Nutri-Score est appelé, je l'espère, à s'améliorer, mais il faut vraiment savoir sur quoi il est basé pour le comprendre et, là encore, pour faire des choix qui soient éclairés. Donc comment on va faire pour éviter ces produits ultra transformés? Eh bien, on va se demander quel produit est le plus brut, ou quel est celui qui a le moins d'ingrédients, ou celui qui a le plus d'ingrédients que je comprends. Je sais d'où ça vient. Donc, on en revient vraiment toujours à la liste d'ingrédients et rien ne peut remplacer nos propres yeux et notre propre analyse de l'emballage. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des points essentiels que j'ai abordés. Donc, premièrement, toujours lire la liste d'ingrédients du début à la fin et en cas de doute, ne pas consommer. Et s'il y a besoin, on prend conseil auprès de son allergologue. Le deuxième point, c'est donc quelque chose de rassurant, puisque si on a un des 14 allergènes à déclaration obligatoire qui est intégré volontairement dans une recette, il sera écrit et il sera mis en valeur. Troisièmement, c'est de rester vigilant quant aux ingrédients composés, comme on l'a vu avec le fromage ou la crème. Il faut savoir que ça contient du lait, ou des fois le praliné, il faut savoir que ça contient des noisettes. Parfois, ce n'est pas indiqué. Et il faut repérer les additifs et les arômes pour essayer de les éviter au maximum. Quatrièmement, il faut savoir ce que signifient les différentes mentions sur l'étiquetage pour faire des choix qui soient éclairés. Et cinquièmement, on va éviter les pièges du marketing, éviter les produits ultra transformés le plus possible. Donc il faut vraiment consommer des aliments le plus brut possible pour manger sereinement et sainement, tout en se faisant plaisir. Donc finalement, comme le disait Pascal au début, ne pas consommer l'aliment, ça peut paraître être quelque chose de simple, mais c'est vraiment plus compliqué qu'il n'y paraît. Et apprendre à vivre avec son allergie alimentaire, à gérer sa maladie, ça va améliorer la sécurité, la qualité de vie et le quotidien. Et pour cela, il faut vraiment s'éduquer et apprendre à lire l'étiquetage. Voilà, merci beaucoup. Merci Jeanne pour ta présentation. J'ai pas eu le temps de te présenter tout à l'heure, mais tu es étudiante en diététique. Donc merci pour tes conseils, pour décrypter l'étiquetage alimentaire et aussi pour déjouer les pièges du marketing, comme tu nous l'as montré, ils peuvent être trompeurs. Alors, vous nous avez posé beaucoup de questions et je vous propose d'y répondre dès maintenant. Il y a d'abord eu une question qui a été posée par Justine sur notre site directement avant même que ce webinaire soit diffusé. Justine nous avait posé la question suivante sur notre site. Faut-il éviter les produits qui mentionnent des traces de lorsqu'on est fortement allergique? Alors, j'espère que la présentation de Jeanne a pu répondre à cette question, mais je voulais tout de même en profiter pour préciser que seul l'allergologue est en mesure de vous dire si s'il est possible ou pas de consommer des traces. Donc, toujours se référer à ce que votre allergologue vous aurait dit. Pour continuer sur ce même sujet, Justine nous dit aussi que finalement, même si maintenant l'allergène est clairement indiqué en gras, et ça c'est plutôt une très bonne chose, les industriels continuent malgré tout de se protéger avec des mentions peu contenir. Du coup, elle se pose la question, est-ce que cela va changer dans le futur? Et est-ce que les industriels auront maintenant des obligations pour être plus précis? Oui, alors je peux donner un élément de réponse déjà. Donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ils ont obligation de mettre en valeur les allergènes, mais les allergènes qui sont volontairement utilisés dans la recette. Donc, la mention peut contenir, comme je l'ai dit, ça signifie que normalement, il n'y en a pas, que la recette n'en contient pas, mais c'est vraiment l'industriel qui se protège avec la mention peut contenir. Il n'y en a pas,
mais c'est au cas où. C'est vraiment une présence fortuite de l'allergène. Alors après, est-ce que ça va changer dans le futur ou est-ce qu'il y a une réglementation en cours? Peut-être que Pascal, tu veux nous en parler? Oui, tout à fait. Merci, Jeanne. Oui, alors c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années que nous demandons aussi à ce qu'il y ait, qu'on légifère sur ces fameuses mentions et sur les traces, hein, sur la quantité que représentent les traces et sur les mentions qu'on peut contenir. On peut dire qu'actuellement, tout à l'heure, je vous ai parlé du Codex Alimentarius et c'est un travail que nous effectuons au niveau international avec à peu près une petite trentaine d'autres associations pour justement faire aussi évoluer cette notion de peu contenir, ce qu'on appelle le main contain aussi. Donc, pour l'instant, c'est en projet, mais vous savez que tout est très, très long au niveau de la modification comment dire, des réglementations. Et puis même quand ça sera modifié au niveau international, il faudra après que, ben, par exemple, l'Europe se mette à la page et en cascade, ça sera au niveau de la France. Donc, c'est en cours. On peut se dire qu'au fil des années, hein, depuis une trentaine d'années qu'on commence à parler, ou une vingtaine d'années qu'on parle des allergies, il y a quelques années, tout à l'heure, il n'y avait rien. Jeanne a fait un petit récapitulatif pardon, sur la mention des allergènes. Donc, on avance doucement, mais sûrement. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Très bien, merci. Une autre question concernant, alors Jeanne, tu as fait référence aux huiles tout à l'heure, et on a une question à ce sujet. Si l'on voyage en dehors de l'Union européenne, comment sait-on si l'huile d'arachide est raffinée? Eh bien, malheureusement, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vraiment, le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'en cas de doute, il vaut mieux s'abstenir de consommer le produit. Et si ce n'est pas écrit sur l'étiquette, on ne pourra pas le savoir. Donc, il vaut mieux s'abstenir. C'est plus prudent. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées là les unes après les autres. J'en ai une concernant les produits en vrac. Comment s'assurer qu'un allergène n'a pas été mis précédemment dans le bac? Alors là, alors moi je dirais si c'est un petit épicier du coin ou quelqu'un, je veux dire, alors quand je dis petit épicier ou petite boulangerie, hein, c'est pas péjoratif du tout, mais si c'est en fait une structure indépendante et avec qui on peut lier une certaine confiance avec, comment dire, le boucher ou comment dire, la pâtissier ou autre, hein, qui va vendre ces produits-là et même les épiceries qui va pouvoir vendre des produits en vrac. Si on a une certaine confiance avec la personne qui connaît la problématique des allergiques et qui nous assure qu'il n'y a rien eu avant, on peut peut-être faire confiance. Je pense qu'après, tout dépend aussi de son seuil de réactivité. Voilà. Mais après, on ne pourra jamais savoir de toute façon ce qu'il y a eu précédemment. On ne peut pas non plus savoir si, même si précédemment il y a eu un allergène, si ça a été nettoyé correctement. Ça, non, surtout dans le vrac. De manière générale, on dit que il faut être quand on est allergique, il faut être vraiment très prudent sur le vrac et ça va être un petit peu et même certainement en fonction de son seuil de réactivité. Et en accord aussi avec son allergologue, je pense que c'est ce qui est important. Tout à fait. Alors, toujours un petit peu dans le même sujet, c'est une question qui concerne justement toujours ces mentions qui disent trace de. Est-ce que ces précisions sont amenées à évoluer en fait? On dit que les industriels ont tendance à se cacher derrière justement ces mentions, traces de. Est-ce que cela va changer dans le futur? Est-ce que les industriels auront-ils l'obligation d'être plus précis par rapport à ces mentions? Mais comme on l'a précisé tout à l'heure, en fait, il y a un travail qui est en cours hein, au niveau international. De toute façon, même au niveau national, il y a des choses, pas des travaux qui sont encore en cours, mais en tout cas, voilà, on y réfléchit beaucoup depuis longtemps, mais c'est des choses qui vont évoluer à terme, oui, parce qu'en fait, il faut quand même savoir. Hein, moi, je prends souvent l'exemple aussi sur justement ces fameuses mentions peu contenir. Des fois, ça hérisse un peu les industriels, on le sait, mais si les règles d'hygiène et de sécurité sont vraiment bien respectées à leur niveau, pourquoi ils ne pourraient pas assurer la sécurité? Et en se protégeant avec ces mentions, alors pourquoi, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de rappels de produits, parce que le produit peut contenir des morceaux de verre, peut contenir aussi des colis ou autres, ou des salmonelles, on pourrait aussi voir fleurir tout un affichage sur
peut contenir des morceaux de verre, peut contenir des tas de choses. Donc, vous voyez, des fois, on essaie de leur expliquer de cette façon-là pour que, oui, ça vous fait sourire, pour que justement, ils prennent bien conscience aussi et les personnes, on va dire, allergiques en général, en pouvant consommer des traces, peuvent bien souvent, et généralement, nous, le conseil qu'on donne, c'est surtout n'hésitez pas à consommer des produits où il y a marqué peut contenir, parce qu'en fait, voilà, normalement, ça n'en contient pas et ça reste vraiment exceptionnel. Mais après, comme toute personne qui déclencherait un problème de santé suite à la présence de salmonelle ou d'autres choses. Donc voilà. Après, le conseil de l'allergologue peut aussi faire la différence. Alors justement, il y a une question, avec le confinement, y a-t-il eu des libertés données aux industriels pour intégrer certains ingrédients potentiellement allergènes sans l'indiquer dans la liste sur les étiquettes? Alors ça, effectivement, on a été comment dire, très inquiets pendant le premier confinement où on a vu passer certaines mesures, annonce de certaines mesures de la part de la DGCCRF qui, vu les conditions d'approvisionnement, les difficultés de modifier les packagings un petit peu au dernier moment, avait autorisé, on va dire, alors autorisé ou avait des contrôles un peu, oui, autorisé quand même les industriels à pouvoir modifier leurs recettes sans forcément l'indiquer sur le packaging. Alors, tout de suite, il a été bien entendu, donc l'AFPREL a eu énormément d'actions et beaucoup d'échanges, on va dire, avec la DGCCRF et également avec la DGS, la Direction Générale de la Santé, justement pour protéger les personnes allergiques. Il était évident que, vu que l'affichage des allergènes était obligatoire, ça ne le serait pas. Il n'y aurait pas de modification à ce niveau-là. Notre crainte était plutôt sur tout ce qui était plutôt allergène émergent. Puisque là, il n'y avait pas d'obligation. C'est vrai qu'un industriel aurait très bien pu modifier une farine, par exemple, une farine végétale de lentilles par une farine de riz ou vice-versa. Donc, notre inquiétude était vraiment portée là-dessus, mais au fil du temps, je suis convaincue même, bien convaincue la DGCCRF et les industriels sur le fait qu'il n'allait pas y avoir de modification à ce niveau-là. Et sur le site de la DGCCRF, on a vraiment constaté que les modifications venaient plutôt de l'origine du produit, c'est-à-dire un poulet de Brest pouvait très bien venir des pays de l'Est ou d'Italie ou de je ne sais où. Et pareil, sur des tomates qui étaient normalement des tomates fraîches de France, ça pouvait être des tomates surgelées d'Espagne. Voilà, c'était plus sur ce genre de choses qui, fondamentalement, pour la santé des personnes allergiques ou les autres, n'avaient pas de conséquences. Hormis le fait que, effectivement, on ne savait pas forcément ce qu'on allait consommer, mais ça, c'est un autre débat. Et on peut peut-être aussi, en période de crise sanitaire, aussi faire bien comprendre les difficultés et les enjeux. Donc, mais en les tout allergènes cas, restaient bien mentionnés quoi qu'il arrive. Il n'y avait aucune modification et aucun risque. Ça, très bien. J'ai une question. Est-ce qu'on peut trouver quelque part la liste de provenance des arômes naturels de… Cette personne dit avoir trouvé la provenance de la vanille, par exemple, mais pour le reste, où est-ce y a-t-il une liste et peut-on se la procurer? Alors, la provenance des arômes naturels. Donc les arômes naturels qui seraient par exemple un arôme de fraise qui serait fabriqué à partir d'autre chose que la fraise, c'est ça? Alors, c'est plutôt savoir d'où proviennent, en fait, c'est mentionné arôme naturel. Alors, lorsque c'est marqué vanille, c'est facile de savoir d'où elle vient. Par contre, lorsque c'est autre chose, on ne précise jamais l'origine du produit, finalement. Non. Alors, ce serait peut-être de faire ses propres recherches sur Internet, mais c'est vrai que personnellement, je ne connais pas de site qui soit vraiment fiable à ce sujet. Peut-être que Pascal, tu en connais un? Non, pas du tout même. Non, là-dessus, j'ai pas d'informations. C'est vraiment difficile de trouver des informations sur les arômes et les additifs. Je sais pas pourquoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui sont peut-être un petit peu cachées ou pas, mais il y a encore vraiment beaucoup d'actions à mener pour qu'on fasse vraiment des choix qui soient vraiment, qu'on sache vraiment ce qu'on mange, quoi. Il y a encore beaucoup de progrès.
Ouais, La personne dit, pardon, la personne qui a posé cette question, donc Laura, dit effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Jeanne, lorsque c'est noté arôme de fraise par exemple, finalement, ce n'est pas forcément de la fraise. Et là, en l'occurrence, pour la vanille, elle précise, oui, ça serait en fait de l'écorce d'un arbre. Par exemple. Voilà. Donc Voilà, ça, effectivement, ça peut être le cas pour tous les autres arômes. voilà, c'est Qui peuvent naturel. être utilisés, mais on ne connaît pas la provenance exacte de ces produits. Voilà. Ça peut provenir d'une source animale, végétale ou microbiologique des fois. On ne sait pas. Très bien. Alors, une question maintenant sur le lait. L'appellation de lait végétal n'est pas exacte. Il s'agit en fait d'un jus. L'AFPRAL pourrait-elle avoir une action pour que la juste appellation soit donnée à cet aliment? Aliment, et puis je dirais même à d'autres, parce que finalement, ça concerne beaucoup d'autres aliments. Il y a déjà des réglementations sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on doit utiliser la mention lait végétal est interdite. Il faut préciser boisson végétale. Le lait végétal est seulement accordé pour le lait d'amande. Là, il y a eu une dérogation il y a quelques années. Au niveau européen, certainement le pouvoir, on va dire, des industriels de l'agroalimentaire qui ont obtenu effectivement que le lait d'amande puisse avoir cette appellation lait d'amande. Mais pour tout le reste, c'est boisson végétale. Quand on voit fleurir, alors en tout cas sur les packaging, il faut vraiment qu'il y ait marqué boisson végétale. En revanche, si vous énoncez une recette, là, on peut utiliser, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser la mention lait végétal. Mais sur le packaging, où là c'est réglementé, mais après dans un livre de recettes, on peut écrire un petit peu ce qu'on souhaite, hein, ce n'est pas légiféré. Donc, mais vraiment sur le packaging, il est obligatoire de spécifier boisson végétale, sauf pour l'amande. Peut-être que si la personne qui a posé cette question avait des exemples ou alors à nous les communiquer. Et puis nous, après, par contre, quand on voit des informations de ce type-là, des packaging, des erreurs de packaging, on contacte régulièrement les services qualité, les services consommateurs des entreprises, des grandes enseignes, tout à fait. Justement, toujours concernant le lait, on se demande si lorsque le lait est clairement mentionné dans la liste des allergènes, est-ce qu'en fait cela signifie uniquement lait de vache ou est-ce que ça pourrait englober tous les laits en général? Alors, peut-être que tu veux répondre, Jeanne, ou non? Non? Je vais répondre. D'accord. Alors, sur le lait, la réglementation dit le lait, quand il y a marqué seulement lait, c'est du lait de vache. En revanche, depuis 2017, avril 2017, la Commission européenne a publié une note, un point d'information, ce n'est même pas une circulaire, qui spécifie bien que lait, dans la réglementation INCO, englobe tous les laits d'animaux, oui, d'animaux, c'est bien ça, d'animaux domestiques, des animaux d'élevage domestique. Donc, en fait, la mention lait englobe le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, de jument ou d'autres choses qu'on pourrait élever à la ferme. La différence, c'est que quand il est marqué uniquement mention lait, c'est que du lait. Et si on a, par exemple, un fromage au lait de brebis, il faudra vraiment spécifier lait de brebis, lait de chèvre ou lait de jument. Voilà les différences. Et pour faire une petite aparté, un complément, on va dire, pour les œufs, c'est la même chose. La mention œuf reprend les œufs de tous les animaux, de toutes les oiseaux qui sont d'élevage domestique. Donc, ça comprend les œufs de caille, les œufs de canard, les œufs de ce que l'on souhaite. Hein, et la différence aussi, œuf, ça concerne uniquement les œufs de poule, mais les œufs d'autruche ou les œufs de caille doivent être vraiment, vraiment identifiés clairement sur le packaging. Très bien, merci. Alors, juste une dernière question. Je vais en regrouper plusieurs en une seule parce que malheureusement, on est déjà arrivé à la fin de ce webinaire. Ça concerne les restaurateurs. Est-ce qu'ils ont, vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient l'obligation d'informer sur les allergènes. Pourtant, ces informations ne sont pas toujours accessibles. Et puis, ça regroupe aussi la question qui nous a été posée par Fabienne, qui est épicière dans une épicerie solidaire et qui est gérée par des adhérents. Et elle se demande si elle est dans l'obligation d'afficher justement cette liste d'allergènes. Alors déjà, peut-être concernant les restaurateurs, qu'en est-il?
Alors, Qui veut répondre? Jeanne, tu veux répondre? Alors, pour moi, je vais pas pouvoir en dire autant que toi. Je te laisserai la parole juste après, je pense, pour bien compléter. Euh, les restaurants, par exemple, il faut vraiment qu'ils puissent mettre à disposition du consommateur tous les allergènes qui sont présents dans tous leurs plats. Donc, effectivement, des fois, ça peut prendre la forme des allergènes indiqués sur les menus. Ça peut être juste une affiche qui est quelque part dans un endroit du restaurant. Parfois, c'est vraiment un gros bouquin qu'on peut vous donner en vous disant, tenez, cherchez là-dedans, débrouillez-vous un petit peu finalement. Donc, des fois, c'est vraiment pas facile. Donc, l'AFPRAL voilà, a des actions. Et là, Pascal, je pense que tu peux en parler. Tu interviens beaucoup pour essayer d'améliorer cette situation. Oui, toute l'équipe intervient beaucoup, je précise. Voilà. Oui, Tout l'AFPRAL. Voilà, c'est l'AFPRAL qui intervient. Oui, pour améliorer cela, c'est vrai qu'au niveau des restaurateurs, on voit qu'il y a beaucoup de, on va dire qu'il n'y a pas forcément autant de restaurateurs qui devraient respecter, hein, tout comme les cantines, les restaurations collectives, etc. Mais très certainement parce que quand la réglementation est parue, il n'a pas été, comment dire, elle n'a peut-être pas forcément été bien accompagnée avec une explication sur les raisons de cette mise en place, et ça a été peut-être perçu aussi un peu comme uniquement une réglementation supplémentaire, sans parler des enjeux pour les personnes allergiques. Et ce n'est pas une réglementation pour casser les pieds aux restaurateurs, mais vraiment pour faciliter la vie des allergiques. Et puis pour les restaurateurs, ça peut être aussi l'occasion d'avoir de nouveaux clients, parce qu'une personne allergique qui ne va pas au restaurant, c'est toute une famille et des amis qui n'y vont pas non plus, donc c'est un peu dommage. Et il faut aussi savoir que donc qu'est-ce que j'allais dire là-dessus, que la DGCRF devrait maintenant aussi, ils ont une information plutôt pédagogique jusqu'à maintenant, mais ça devrait se durcir. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est dommage en fait d'avoir une amende parce qu'on ne respecte pas la réglementation qui est là pour aller dans un meilleur accueil des personnes allergiques. Bon, je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour les questions. Merci vraiment d'avoir posé toutes ces questions. Vous êtes très participatifs, ça fait très plaisir. Juste avant de nous quitter, je voulais vous montrer ces flyers qui sont édités par l'AFPRAL. Vous avez ici l'anaphylaxie, une réaction allergique grave. Dedans, vous trouverez le plan d'action en cas d'urgence allergique. Et puis, il y a également ce petit flyer qui s'appelle Atelier culinaire. Dedans, vous trouverez des recettes sans allergènes. Et le dernier, celui-ci, concerne justement la réglementation INCO et l'affichage des allergènes dans le non préemballé. Tous ces flyers sont disponibles gratuitement sur le site de l'AFPRAL. Et puis, à venir également, la sortie d'Allergie le Mag. C'est le magazine édité par l'AFPRAL avec justement un article consacré à l'étiquetage alimentaire. Et en bonus, vous trouverez dedans cette petite loupe qui vous aidera à lire les étiquettes et aussi à faciliter vos achats. Je vous rappelle que nous avons besoin de votre soutien pour continuer nos actions et pour nous aider, il vous suffit d'adhérer tout simplement à l'AFPRAL. Pour les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, vous allez recevoir dans les prochains jours une enquête de satisfaction. Alors, merci d'y répondre pour nous faire part de vos impressions concernant cette présentation, mais aussi pour nous aider à nous améliorer et à améliorer nos interventions. Ce webinaire est disponible en replay sur www.afpral.fr ainsi que sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour nous faire connaître. Pour terminer, je laisse le mot de la fin à Pascal. Merci Stéphanie. Et surtout, un grand merci à Jeanne pour cette belle présentation, très claire et riche en informations. C'était vraiment top. J'espère, hein, ça aura plu à tout le monde aussi. De rien. J'ai souhaité profiter aussi de ce moment pour vous annoncer d'ores et déjà que l'AFPRAL fêtera ses 30 ans l'année prochaine et qu'à cette occasion, nous vous réserverons quelques surprises et des actions qui permettront encore et toujours d'améliorer le quotidien des personnes allergiques et de leur entourage et de faire connaître aussi la maladie allergique au grand public. Nous vous informerons de ces événements à venir via notre page Facebook et les réseaux sociaux. Et puis pour conclure, je dirais, n'oubliez pas, pour éviter les pièges, la seule solution, c'est la lecture des étiquettes.
Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et votre Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et puis j'espère à très bientôt pour un prochain webinaire.